Donc, j'ai proposé à l'ENA Calumni de parler d'un sujet qui m'a pris quelque temps ces dernières années, qui est donc les opérations, ce qu'on appelle les opérations à haute altitude, ou très haute altitude, ou plus haute altitude. Vous avez compris que tout ça, c'est une traduction de l'anglais qui n'est pas stabilisée. Et, et ça m'a pris quelque temps parce que finalement, j'ai participé à un projet de l'Union européenne animé par la César-JU qui s'appelait ECHO et qui était de développer un CONOPS pour ces opérations très haute altitude, sachant que la Commission européenne avait dans l'idée de suivre au plus près ce qui se passait aux États-Unis avec une industrie américaine particulièrement prolifique dans ce domaine. Et de ce fait, j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage. Et maintenant que je suis retraité depuis 2 ans, finalement, j'ai gardé l'intérêt pour ce sujet. Et celui-ci m'a rattrapé quelque part, puisque l'ENAC Recherche m'a sollicité pour poursuivre le projet ECHO avec eux pour ça. Donc voilà, je suis dans ce petit monde des gens qui voient plus loin que les 5 à 10 ans devant nous, mais il se commence à se passer des choses, comme je viens de le dire, d'abord aux États-Unis, mais l'Europe ne souhaite pas et l'industrie européenne ne souhaite pas rester sur place. Donc les lignes sont un peu en train de bouger, sachant que c'est quand même une aviation un peu spéciale qui se prépare. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on va rester sur le même business model pour accueillir ces opérations, ou est-ce que les lignes vont être fortement secouées pour finalement inventer peut-être une autre façon de voler, ou du moins une autre façon de gérer le trafic aérien. Voilà. Donc je vous propose, alors si je trouve le blond, voilà, je vous propose un plan assez simple, hein, en deux grandes parties. Outre déjà situer la question, c'est qui sont ces nouveaux entrants, qui sont ces nouveaux opérateurs qui nous proposent des nouveaux engins ou véhicules en anglais, vehicle, mon accent. Et puis derrière, bah, comment on arrive à imaginer, ou du moins comment eux aussi arrivent à imaginer cette cohabitation entre d'abord entre eux et ensuite avec le trafic legacy, donc le trafic traditionnel. Voilà. Et tout ça pour faire une conclusion, pour dire que les choses bougent, comme je viens déjà de l'annoncer, et que il faut être plutôt bien placé pour passer la ligne d'arrivée dans quelques années. Donc déjà, quelques idées, c'est de qu'est-ce que c'est que la stratosphère, qu'est-ce que c'est que la mésosphère. Bon, je vous l'ai dit, physiquement, on a tous appris à l'ENAC que ce sont les lieux où il y a des inversions de température. Aujourd'hui, les nouveaux entrants vont se situer dans un espace aérien qui est compris entre la tropopause et la mésopause. Alors, je vais donc aller plus loin dans la définition, si tant est que vous allez comprendre, ce n'en est pas vraiment une. Donc, le terrain de jeu, en fait, c'est cet espace à très haute altitude. On parle de très haute altitude pour différencier avec ce qu'on appelle dans l'ATM l'espace inférieur et l'espace supérieur, et puisqu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, mais d'un nouvel espace encore au-dessus. Pour ça. Cet espace au-dessus, en fait, on ne l'a pas vraiment défini, on ne sait pas vraiment le définir. C'est une caractéristique. Et la première caractéristique, en fait, c'est que euh, au-dessus, c'est l'espace, le cosmos, en fait, quelque part. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de définition du cosmos. Et il commence à peu près à la ligne de Kármán, qui elle-même varie entre 80 et 100 km d'altitude. Vous remarquerez que dans ces cas-là, on parle de kilomètres, on ne parle pas de pieds. Et puis, pour ce qui nous concerne, en fait, la limite inférieure est assez imprécise pour cet espace, cette tropopause. Et puisqu'on a des aéronefs aujourd'hui qui volent aux environs du flight level 520, qui sont dans la stratopause,
mais pour les besoins du CONOPS, mais les besoins de ces opérateurs, on est, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, on parle du typiquement au-dessus du niveau 550. Alors j'expliquerai peut-être plus loin un peu pourquoi ce choix de typiquement d'abord et ensuite 550. Mais surtout, en fait, c'est pour essayer de dire que ça sera au-dessus du trafic actuel. Donc vous voyez une définition un peu floue, donc un volume d'espace qu'on arrive à saisir intuitivement, mais qui ne fait l'objet d'aucune définition très précise, et donc quelques difficultés aussi pour réglementer que ce soit à l'OACI, voire pour ce qui concerne l'espace et le cosmos, à l'UNOSA, qui est une autre agence des Nations Unies pour la gestion des engins spatiaux. Donc ces nouveaux entrants, en fait, aujourd'hui, ils arrivent, pour nous, ils ont pensé voler dans des espaces où il n'y a pas beaucoup d'air, et donc l'importance est beaucoup plus faible que par ailleurs. Donc ils ont innové et ils ont des idées qui ne sont pas celles qu'on a développées pendant de très nombreuses années dans l'aviation. Euh, on va avoir, alors je vais prendre mon pointeur peut-être, mon pointeur laser. Je pense que c'est bon, hein, Estelle? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, il y a différentes catégories. On va avoir des gens qui vont vouloir voler dans cette stratosphère, donc qui vont tangenter en permanence entre le niveau 550 et niveau 700. C'est ce qu'on appelle les plateformes haute altitude pour la stratosphère ou les systèmes de plateforme. Enfin, là, c'est pareil, il y a des acronymes, mais les traductions varient selon la littérature. On retrouve des vols qui sont en fait des vols à toit, en fait, et qui vont aller tangenter le cosmos pour faire non pas de la mise en orbite, mais du suborbital. Voilà. On a aussi des projets maintenant de vol alors supersonique pour faire du voyage aérien ou carrément de l'hypersonique qui va sortir sous forme balistique de la mésosphère. Euh, euh, donc, vous voyez déjà des types d'engins complètement différents par rapport à ce qu'on connaît, mais aussi déjà entre eux. Et puis, on a finalement, et ça, c'est aussi assez peut-être surprenant pour vous, mais on a pour les usagers de ce type d'espace, on a déjà les lanceurs, les lancements spatiaux. Vous savez tous que c'est amené à se multiplier de manière exponentielle sur déjà les 5, mais aussi les 10 et 30 prochaines années. Et donc, ça devient des véritables usagers de cette partie d'espace qui nous concerne. Alors, bien évidemment, ils sont aussi impliqués dans l'espace inférieur, supérieur dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais en ce qui concerne euh, les vols à très haute altitude, en fait, ben, il faut chercher à les intégrer avec le reste des usagers à venir. Et puis, on a aussi, entre guillemets, usagers, tous les retours spatiaux. Alors, vous avez effectivement les retours des lancements, puisque vous savez tous que, par exemple, SpaceX et Blue Origin maintenant mettent des véhicules, des lanceurs réutilisables. Mais on a aussi de plus en plus des retombées de satellites, dont le premier a fait parler de lui, c'était le satellite chinois Long March, qui a posé bien des problèmes au-dessus de l'Europe il y a 2 ans. Voilà. Donc on a un type d'opération très disparate. Tous revendiquent pouvoir utiliser cette partie de l'espace de manière la plus libre possible, voire selon leurs propres règles. Et vous comprenez bien qu'entre les lancements et puis les plateformes, c'est pas tout à fait le même combat pour l'usage. Donc, j'ai remis ici des planches que j'ai pu obtenir lors enfin, de mes participations au groupe ECO. Vous voyez les types de profils de vol, là aussi, toujours aussi disparates, entre les plateformes stratosphériques en jaune, qui grosso modo choisissent de se stabiliser au-dessus d'un territoire, les vols suborbitaux de tourisme aérien particulièrement, qui ne font qu'une cloche, histoire d'aller se mettre en l'air en apesanteur au sommet,
Et puis, vous avez les hypersoniques qui vont passer dans le vol parabolique ou balistique. Et puis d'autres vols enfin, aujourd'hui plus militaires que civils, qui sont en fait des trajectoires de planeurs hypersoniques avec des planets à l'arrivée. Euh, donc, et tout ça doit voler à peu près dans les mêmes portions d'espace. Alors, c'est pas un espace aujourd'hui très contraint, hein, puisqu'on parle bien quelque part entre 20 km et 100 km d'altitude, ce qui est largement plus que la couche sur laquelle volent nos avions traditionnels. Mais pour eux, le but, c'est de pouvoir opérer, de traverser d'abord la première couche. Et ça, il y a des façons de faire aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément satisfaisantes si on ne veut pas avoir d'impact trop fort sur le trafic actuel, qui est quand même largement hein. Quelque part, j'ai peut-être oublié de dire, bon, on parle d'une centaine de vols par jour à terme, hein, bien évidemment, pour cet espace très vaste, mais néanmoins avec des vitesses très, très disparates aussi. Et puis surtout, un des points qu'on a aujourd'hui, c'est que tous ces nouveaux entrants ne raisonnent pas de la même façon que l'aviation traditionnelle quant au niveau de sécurité. Vous savez tous que les lancements spatiaux, ben, au fait, aujourd'hui, ils ont plutôt une sécurité plus proche de 10-2, 10-3, alors qu'on vise 10-9 dans l'aviation. C'est pas qu'ils voudraient pas faire mieux, c'est que simplement les technologies ne permettent pas encore d'obtenir la sécurité de l'aviation civile. Donc tout ça fait qu'on a finalement des distinctions très grandes entre les desiderata des uns et des autres pour finalement voler, cohabiter quelque part tous ensemble. Donc c'est déjà le premier point qui peut être marquant. Alors je vais essayer de balayer un petit peu les différents grands types, on va dire, d'utilisateurs futurs de cet espace. Euh, J'allais dire, le plus court terme, ce sont les plateformes stratosphériques euh, et, et, donc celles qui vont se stabiliser au-dessus d'un territoire, pratiquement pour soit faire de la surveillance de la Terre, soit relais télécom. Mais il y a aussi des besoins de lanceurs de nanosatellites. C'est-à-dire que je reviendrai peut-être un peu plus loin. L'idée, c'est peut-être de faciliter les lancements en ayant déjà un porteur qui monte en altitude suffisamment haut. Et c'est autant de gagner par rapport à l'énergie nécessaire pour s'arracher de la Terre. Et donc, il y a ces idées de prendre de l'espace pour pouvoir faire lui-même le lancement. Et puis, vous avez aussi le tourisme aérien. Alors, on pense ce qu'on veut, mais apparemment, il y a toujours des clients qui sont prêts à payer le prix pour voir la Terre de très haut. Et ça suscite toujours des velléités vis-à-vis de fabricants ou d'opérateurs. Alors là, ces plateformes stratosphériques, en fait, euh, on a une bonne expérience aujourd'hui grâce en fait au ballon Google Loon. Alors je ne sais pas si chacun est familier avec ce qui s'est passé sur les ballons Loon. L'idée de Loon, qui est une filiale de Google, était de mettre en place un service télécom au-dessus des territoires déshérités et pour lequel il était trop cher de mettre en place des satellites de télécommunication. Et donc, qui voulait utiliser non habités, circuler, alors compte tenu du mouvement de la Terre, qui circulait quelque part dans une ceinture équatoriale, et les pays, notamment le Pérou, le Kenya, étaient demandeurs finalement d'avoir une sorte de réseau de relais téléphoniques, ou télécom plutôt, moins cher qu'un réseau satellitaire. Et puis, donc Loon a réussi à mettre en place à peu près simultanément une cinquantaine de ballons autour de cette ceinture terrestre, si vous voulez. Et puis un jour, je vais dire, mais vraiment un jour, on a appris qu'ils arrêtaient tout. Pendant 4-5 ans où je les ai côtoyés, c'était vraiment le fer de lance en disant on va vous montrer que nous, on sait faire
et que on a besoin de personnes pour vous comprenez qu'on est une filiale de Google, on a les reins solides, hein, donc on a besoin de personnes pour investir et se lancer dans une nouvelle activité. Et du jour au lendemain, bah, ils ont dû, c'était quand même pas très rentable, c'était pas si facile que ça de mettre en place un réseau suffisamment dense pour faire une continuité de télécom. Et ils ont annoncé voilà, qu'ils arrêtaient tout. Par contre, j'allais dire, et c'est tout à leur honneur, hein, parce que rien ne les obligeait, du moins, moi, j'ai pas eu d'éléments qui disaient qu'ils avaient une contrainte là-dessus. Tout à leur honneur, ils ont publié toute leur expérience. Et dedans, vous avez notamment des chapitres entiers sur quelle est la météorologie de la stratosphère. Jusqu'alors, les météorologues qu'on connaît tous ont plutôt des modèles pour la partie inférieure. Ils ont quelques extrapolations, enfin, c'est moi qui dis extrapolation, peut-être que c'est plus compliqué que ça, mais pour la stratosphère, là, en l'occurrence, il y a un retour d'expérience direct je ne sais plus combien de milliers d'heures des ballons passés dans cette couche stratosphérique. Et donc déjà, pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier des plateformes stratosphériques, ça a une très, très forte valeur. Euh, et puis, il y a aussi des considérations technologiques. Donc, sur ce sujet-là, on peut penser que finalement, ça pourrait être les premiers grands usagers de, de la stratosphère dans les années à venir. Et il y a notamment ce projet Airbus Zephyr, là, pour lequel la Commission européenne et César JU financent une validation d'ici un an pour faire voler dans l'espace aérien européen cet engin venant du Kenya ou venant d'ailleurs, traverser donc tout le continent africain pour venir après se positionner au-dessus de certains nombres de points européens et de le faire accepter dans ces opérations. Je verrai. Je voulais aussi parler de finalement, donc ce Zéphyr, c'est un avion solaire, hein, donc 75 kilos au total, dont 25 de charge marchande. Donc c'est très très fragile quand même. La difficulté, c'est de monter. Peut-être qu'une fois en haut, ça se passe mieux. Dans la stratosphère, il est dit que les vents sont à peu près supportables, et ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir quand même quelques jet streams. Donc je pense que ça doit chahuter quand même. Euh, et vous avez, j'allais dire, sa contrepartie aujourd'hui qui est en développement par un industriel français, ou du moins européen, c'est Thales Alenia Space, qui lui veut faire la même chose, on va dire, mais avec cette fois-ci un engin dirigeable à l'hélium qui fait au moins 32 mètres de diamètre sur 100 mètres de longueur, donc un super gros bébé et par contre 400 kilos de charge marchande. Donc ça, bien évidemment, les militaires français, voire européens, qui d'ailleurs participent à son financement, sont très intéressés pour pouvoir mettre en place tout un dispositif de surveillance, qu'il soit au-dessus de l'Europe ou voire d'ailleurs. Donc des projets qui sont plutôt bien avancés, voire aujourd'hui en cours de validation pour le Zéphyr, et finalement donc des opérations sur lesquelles il va falloir, j'allais dire, s'adapter. Alors en premier, on en est arrivé à ce ballon où, à travers l'expérience de Loon des ballons et cet avion solaire, en fait, après quand même avoir connu des tas d'interlocuteurs qui sont nous présentés qu'ils avaient trouvé la solution magique pour voler dans la stratosphère avec des business models qui, bien évidemment, allaient être merveilleux. Et donc, il y a aujourd'hui à peu près autant de projets qui sont plutôt matures par rapport au nombre de projets que j'ai pu connaître qui sont tombés dans les limbes et généralement, il n'y a pas beaucoup d'annonces pour nous dire que c'est terminé. Alors, en fait, les opérations, elles ont, là, c'est les opérations du Zéphyr, elles ont cette particularité, si vous voulez, c'est que il faut quand même faire de la place autour du terrain de lancement et puis pendant toute la traversée des espaces aériens inférieurs et supérieurs pour finalement arriver dans la stratosphère
Et ces engins étant particulièrement alimentés par l'énergie solaire, et ben, en fait, il y a toute une fluctuation, notamment, comme vous le savez, la nuit, où les batteries se déchargent et donc généralement l'engin est obligé de descendre. D'où le fameux Flight Level 550, aujourd'hui qui semble la limite basse des opérations et qui, dans le jargon juridique, montre qu'ils sont en train de rentrer dans le domaine de la gestion du trafic aérien traditionnel, avec des conflits potentiels avec les EasyJet, voire les avions militaires. D'où cette question permanente de dire comment va-t-on arriver à déconflicter, si vous me permettez l'expression, c'est de l'anglais, euh, entre des engins qui vont varier, et ce pendant 3 mois à 1 an, donc quotidiennement, on va dire, et d'autres qui vont être de manière ponctuelle aux alentours ou dans des tranches d'altitude à peu près similaires. Et qui aura la priorité reste une question. Et puis, on a la même chose pour la descente. Il faut leur trouver des couloirs, que ça soit avec les vents, que ça soit sous forme de spirale, pour pouvoir atterrir. Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt bien dans l'esprit avec ces engins, puisque en fait, compte tenu des performances de montée qui sont très faibles et des susceptibilités au vent, en fait, ce seront des opérations qui ne pourront se dérouler d'une part que par vent très faible et d'autre part que la nuit, la montée et la descente. Là où le trafic traditionnel, finalement, est plutôt limité. Mais néanmoins, si dans le projet tel qu'il est présenté, on devait trouver des espaces au milieu finalement de cet espace aérien, là vous avez ici la photographie des trajectoires de tous nos avions traditionnels sur un jour. Donc s'il fallait trouver de l'espace pour faire monter descendre régulièrement ce type d'engin, ça poserait quand même des questions de relation avec les usagers traditionnels, puisqu'ils seraient obligés de contourner. Alors s'il y a des intérêts supérieurs, on sait faire. Si c'est simplement pour faire du commerce, c'est plus compliqué. Hein. Et donc je disais, il y a cette évaluation qui est prévue en 2026. Les espoirs du marché font qu'il peut y avoir une explosion jusqu'à facilement 1000 engins en opération au-dessus de l'Europe. Sachez que j'ai entendu nos amis allemands me dire que pour couvrir l'Allemagne en entier, il leur suffisait d'avoir 16 engins pour faire relais de télécommunication totale, donc une couverture de secours ou une couverture supplémentaire par rapport au relais au sol. Donc évidemment, un marché alléchant pour ce type de constructeur. Je vais passer sur... J'ai parlé tout à l'heure, bah oui, là aussi, il y a un renouveau des supersoniques. Alors, la grosse question des supersoniques, c'est, bah, vous savez qu'ils sont aujourd'hui interdits sur les terres à cause du boom, et que donc ils ont un business model relativement limité. Seulement, bah, il y a des recherches qui sont faites quand même pour arriver à réduire, voire à atténuer ce boom supersonique. Et donc, ça ouvre de nouvelles portes pour ce type de transport. Je disais tout à l'heure sur le tourisme aérien, il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour aller voir la Terre de très haut. Pour eux, il y a toujours des gens qui seront prêts à payer très cher pour aller très vite. Donc, il y a toujours cet espoir d'un marché. Et aujourd'hui, on a ici effectivement un engin de démonstration qui a montré que finalement, le boom supersonique, il existe encore, mais quelque part, en travaillant plus, on va peut-être pouvoir arriver à le redescendre pour le rendre acceptable et donc changer une réglementation de manière à ce que le marché puisse se débloquer. Donc, les supersoniques, ici, vous avez l'avion expérimental de la NASA qui, lui, est en train de montrer, enfin, chercher à montrer on peut avoir des voilures et on peut avoir des effets qui annulent complètement le boom supersonique. Je n'ai pas les résultats en cours puisque les essais ont seulement commencé il y a quelques mois.
pour ça. Mais vous avez sur le marché des annonces comme quoi on va avoir un Super Concorde bis, plus moderne, plus rapide et surtout beaucoup plus fiable. Derrière, bah, je vous disais justement que on ne sait pas s'arrêter, donc toujours plus haut, plus fort. Et donc la mésosphère intéresse aussi, et on part pas de rien. On part pas de rien, ce qui donne de la crédibilité, hein, je veux dire, à ce type d'opérateurs qui nous disent que ils sont en train de travailler dessus et que demain ils vont demander, ils vont revendiquer à pouvoir faire des vols dans la mésosphère. Et c'est donc aujourd'hui on a les fameux planeurs hypersoniques militaires. Euh, vous connaissez sûrement vous avez entendu parler sûrement des missiles hypersoniques russes. Ben, en fait, il n'y a pas que des missiles, il y a aussi des engins qui sont complètement indétectables, ou du moins qui sont détectables, mais qui sont incapables, pour lesquels on est incapable de savoir où ils vont aller et sur quelle cible ils se dirigent, et qui sont donc des planeurs. Et donc ces technologies, en fait, on va dire comme l'expérience et l'histoire de l'aviation l'a montré, peuvent avoir des débouchés au niveau du civil. Alors bien évidemment, au niveau du civil, il faut chercher à être un peu plus sustainable. Donc il y a aussi des recherches qui sont faites sur les moteurs, et notamment la combustion à hydrogène. Tout ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche, mais voilà, ça fait partie des possibilités pour le futur, et pas futur si lointain que ça, hein, puisqu'une fois de plus, les militaires sont en train plus que défricher le domaine, de montrer que ça vole et que ça atteint sa cible, au sens propre et figuré. Euh, et on a dans la même lignée, finalement, et là aussi, il montre la voie, les avions ou les planeurs suborbitaux. Je l'ai dit tout à l'heure, les suborbitaux, en fait, ce sont les engins qui montent à environ 80-100 km d'altitude, mais qui n'ont pas la vitesse suffisante pour se mettre en orbite terrestre. Et de ce fait, en fait, ils font une cloche parabolique depuis leur point de départ. Mais une fois qu'on maîtrisera complètement ces types de vols, et on peut dire que c'est quand même pas loin d'être maîtrisé, puisqu'on a l'exemple du Virgin Galactic et du baptême de l'espace, si je peux dire, de Richard Branson, de même que le baptême de l'espace de Jeff Bezos sur le New Shepard. Donc, c'est des gens-là qui ont volé et qui ont fait déjà plusieurs vols touristiques aujourd'hui. Donc, la capacité, la technologie, elle est là. Et donc, il faut la démultiplier pour que le marché se débloque. Il y a quand même quelques couacs dans l'affaire. C'est qu'aujourd'hui, pour être parfaitement acceptable, on a une cible avec le fait que ce type d'aéronef pourrait quitter la Terre depuis n'importe quel aéroport, et des technologies avec des combustibles propres, on va dire, enfin, si tant est que le SAF est totalement propre, puisque ça reste qu'un mélange. Euh, et aujourd'hui, on reste quand même sur des, 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 des énergies en fait très polluantes, hein, et surtout énormes par rapport au nombre de personnes que l'engin peut adapter. Mais néanmoins, le marché, il n'est pas que le tourisme spatial. Et il y a, je disais tout à l'heure, l'espace est de plus en plus gourmand de satellites, mais aussi de vols habités. Alors toujours peut-être pour certains de se projeter sur les trajets vers Mars. Et donc en fait, il y a tout un travail de scientifique et un travail d'entraînement pour des spationautes. Et donc ce type d'engin intéresse Airbus particulièrement avec son Spaceplane. Et quand j'ai quitté mes dernières fonctions, finalement, il y avait toujours un dialogue avec Airbus, et les questions se posaient de savoir comment pouvait se faire le décollage, l'atterrissage à travers les niveaux de l'aviation commerciale. Et donc une certaine réalité déjà en place, mais qui va sûrement évoluer pour devenir de plus en plus routinière, et surtout attirée par un besoin énorme du spatial pour ça. Donc voilà, quelque part. Alors, il reste les derniers, donc, qui sont en fait les opérations spatiales commerciales, hein. Vous avez peut-être en tête que jusqu'à peu,
les opérations spatiales étaient à plus de 50% militaires. Avec SpaceX et Blue Origin, on a aujourd'hui un véritable marché qui s'est ouvert par des entreprises privées. Et donc aujourd'hui, là aussi, ces entreprises et des concurrents et des innovateurs sont venus nous voir pour dire ben, on a besoin d'espace pour traverser d'abord les espaces inférieurs, supérieurs, mais aussi cette très haute altitude et aller placer nos satellites ou aller placer nos engins en orbite. Et puis, comme je le disais, il y a le retour. Il y a non seulement les engins vont aller placer le satellite, mais après, ils reviennent parce qu'ils sont réutilisables. Et puis, on a aussi tous les retours de vieux satellites. Et il y a eu encore, il y a quelque temps, des, des- comment dire, des retours non pas intempestifs, puisque l'ESA a réussi à prédéterminer une trajectoire de retour. Et c'est une grosse question. En fait, c'est qu'aujourd'hui, ces retours étaient très aléatoires. J'ai marqué ici la prévision, alors j'espère que ça se voit à peu près sur votre écran, mais en fait, la prévision de retour du lanceur chinois Long March, en fait, ces retours se passent en... Un tour de la Terre, ça se fait en 90 minutes. Et les prévisions aujourd'hui ne sont valables qu'à peu près 30 à 40 minutes près. Ce qui veut dire que à 30 à 40 minutes près, vous avez à peu près 1000 km, 2000 km d'écart. Donc c'est très facile de dire que le retour va se passer sur une trajectoire. Par contre, en termes de descente, on ne maîtrise pas du tout le taux de descente et il peut mettre facilement 40 minutes de plus ou de moins euh, pour descendre et donc se poser ou plonger plutôt dans la mer. Dieu merci, ça se passe beaucoup aux alentours des latitudes inférieures à 40, plus ou moins 40 degrés, nord et sud. Donc, il y a beaucoup d'océans, notamment l'océan Pacifique. Enfin, c'est comme ça que les collègues polynésiens, de temps en temps, ont vu passer des trucs non prévus, mais pour lesquels ils avaient été alertés en disant ça peut venir, mais les probabilités sont très faibles, mais n'empêche que ça peut arriver. Ils ont pu le voir. Alors, sur ces opérations transatmosphériques, en fait, on a aussi tout un tas de possibilités, on va dire, technologiques pour pouvoir finalement euh, lancer des satellites, lancer des engins spatiaux à moindre coût. Alors, on connaît les fusées classiques qui partent du sol, qui sont très énergivores, euh, qui sont de plus en plus grosses dès qu'on veut rentabiliser le lancement avec plusieurs satellites à bord. Ah, il y a des lois, il y a des procédures particulières pour ce type de lancement et notamment donc on ferme les espaces pour le temps du lancement avec l'imprécision qu'il peut y avoir sur le départ et ça génère beaucoup de retard au niveau du trafic commercial des aéronefs et des passagers. Et maintenant, on a des gens qui viennent nous voir, et notamment en Angleterre, où il est prévu d'avoir jusqu'à 4 spaceports. Donc, on n'appelle pas ça des airports, mais on appelle ça des spaceports. Kourou en est un, par définition. Euh, 4 spaceports pour l'Angleterre. Et ils ont fait un premier vol qui a été un échec, mais sur lequel, en fait, le lanceur était sous un 747 au niveau 300 et qui a lancé son lanceur pour monter donc dans la mésosphère. Et au moment du largage, ça s'est mal passé, mais sinon, donc, le satellite aurait pu être mis en orbite. Et puis, vous avez plusieurs types. Alors, la question, ce qui se pose globalement, vous avez la même chose avec des gens qui disent c'est même pas la peine de mettre un avion, un 747 en l'air, on n'a qu'à mettre un ballon. Je l'ai dit tout à l'heure sur les HAPS. Voilà, il y a des gens qui nous disent une fois qu'on a déjà franchi les premiers 20 km, ça fait déjà ça de gagner sur la puissance et l'énergie à mettre en œuvre pour atteindre l'orbite. Et donc, en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est autant il existe une réglementation propre au spatial sur les lancements verticaux. Aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quel club les ranger entre règles spatiales, règles aéronautiques. Alors, s'ils restent en dessous, comme je l'ai dit,
sur les HAPS et tout, bah, c'est clairement de l'aéronautique. Mais une fois qu'ils commencent à avoir des lanceurs accrochés au ballon ou accrochés à l'avion, est-ce que c'est plutôt un lanceur spatial ou est-ce que c'est un peu des deux? C'est ce que montrent ici les, les réflexions que nos collègues anglais ont eues sur comment encadrer ce type d'opération aérienne pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, autant à Kourou, on a tous Ariane en tête et on sait que c'est du gros lanceur et personne ne se pose la question de savoir, de le remettre en cause. Autant aujourd'hui, avec les nanosatellites, les CubeSat et autres, là, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir d'engins aussi importants pour ça. Euh, donc, ce sont des usagers, si je me permets de faire ça, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas certifiés, donc du mal à s'intégrer dans un espace aérien fortement partagé. Et puis surtout, ils ont leur propre technologie sur le suivi, sur la mise en route, sur la gestion des automatismes. Et ils sont assez puissants, on va dire, au niveau gouvernemental pour pouvoir, ou institutionnel, pour pouvoir réclamer leur part de l'espace. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer aussi, alors, donc il faut que je me souvienne, ce que ça peut donner pour l'Europe, et c'était le but du programme ECHO auquel j'ai participé et que je continue à participer dans cette deuxième partie. Et donc il faut que, si je me souviens bien, il faut que je fasse ça, je partage. Voilà, donc normalement vous avez de nouvelles planches Oui, qui c'est montrent, bon. C'est affiché. voilà. Donc l'étude ECHO a essayé d'imaginer, a essayé en fonction des éléments de marché, en fonction des maturités de technologie sur les différentes opérations que j'ai décrites auparavant et les space sports qui sont plus ou moins supposés présents ou futurs, ce que ça peut donner. Donc, par exemple, dans le court terme sur l'espace Europe centrale, en fait, on a répertorié un certain nombre de points de départ, dont beaucoup militaires pour la France, hein, vous reconnaîtrez les bases militaires, mais vous avez des velléités de la part des Allemands d'avoir un spaceport civil, le numéro 7, ou expérimental. Et donc, dans les premières années, on imagine bah, que c'est surtout les lancements qui vont être gourmands de ces traversées d'espace. Néanmoins, quelques expérimentations d'HAPS en Allemagne sont prévues. Et comme je suis à la source de ce diagramme, en fait, vous avez ces grands corridors rouges qui sont les fameux euh, HALE, c'est-à-dire les Global Hawk, vous savez, qui viennent des bases Angleterre et allemandes et qui vont du côté de l'Est là-bas. Donc les gros drones qui volent au-dessus du niveau 550. Et puis on a surtout, nous, tout ce trafic central de trafic traditionnel pour lequel j'ai essayé d'influencer en disant c'est pas la peine de penser d'avoir des lancements dans ces régions-là. Il y a déjà suffisamment de trafic et trouver de la place pour les faire traverser, ça sera un cauchemar. Mais donc, a priori, on est bien sur cette idée-là. Et donc, si on s'imagine quelques années après, on intègre les supersoniques. Donc, au départ des grandes villes, Amsterdam, Paris, Francfort, plus Rome. Il en faut, c'est un projet européen, donc comprenez qu'il en faut un peu pour tout le monde. Et puis surtout une extension quand même des HAPS sur les zones de lancement et puis on va dire, sur la décade qui suit, l'installation des HAPS, la multiplication des supersoniques. Euh, et donc, voilà, une bonne couverture de l'Europe centrale qui petit à petit se remplit de ces types de trafics qui vont s'installer au-dessus de nos têtes, au-dessus du trafic commercial européen, ce qui fait que de temps en temps, on est obligé de rappeler que ben, autant l'aviation traditionnelle, elle a pour but de sauvegarder les biens et les personnes au sol, autant cette nouvelle aviation va devoir aussi s'intéresser à la sauvegarde des personnes à bord des avions qui volent en dessous. Alors, on a la même chose, donc voilà ce que je disais tout à l'heure, on retrouve les bases de lancement supposées
amis britanniques, très au nord. C'est intéressant en termes de lancement sur des petits porteurs, des petits satellites. Et puis, ça se complique. Bien sûr, Londres devient une plateforme pour les supersoniques, vu le marché de chalandise. Et puis, voilà, ça se remplit. Voilà. La Scandinavie, donc nos collègues suédois portent beaucoup d'intérêt aussi au HAPS, surtout sur les parties peu denses, où donc les télécoms, visiblement, sont peut-être pas aussi redondants que ce qu'on peut connaître plus au sud. Ils ont même des... Alors, j'ai trouvé qu'ils étaient gentils. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui n'en est pas une ici, mais ils ont été gentils. Ils ont intégré dans leur complication le fait que les collègues anglais s'amusent à faire des lancements vers le nord, vers le pôle, et ils sont prêts à intégrer des espaces réservés pour ça. Et puis si on finit, voilà. Donc une demande de couverture supplémentaire avec des vols supersoniques venant de Tokyo, ouais, Narita, jusqu'à Londres, bien évidemment, et CDG parce que il y avait un Français dans le groupe. Donc tout ça, c'est de la prospective. Hein. Euh, mais ça montre que si les industriels sont quand même derrière, et notamment l'industrie européenne cherche à se positionner en disant mais on a aussi un marché et il ne faut pas laisser la place uniquement à l'industrie américaine. Donc soyons quand même dans la course pour occuper le terrain. Donc, Eh ben, en résumé, quelque part, je vous ai mis ici quelques propos qui sont tenus, qui sont écrits dans les rapports, pour montrer que ces nouveaux opérateurs, ces nouveaux entrants, finalement, ont que peu de confiance dans la capacité de l'ATM actuelle à leur faciliter ou à leur ouvrir les services pour qu'ils puissent développer leur business. Et donc, on parle de blocage. Et qu'il leur faut nouvelles étendues de services, que l'ATM doit se moderniser et développer une intégration transparente pour les HAO. Euh, Tout ça en creux en disant nous, tout ce qu'on veut, c'est un accès à l'espace fair et équitable. Alors, de temps en temps, j'avoue que je suis irrité lorsque j'entends équitable entre 6 personnes à bord d'un avion suborbital pour faire du tourisme aérien contre plusieurs milliers qui voyagent parfois par touriste aussi, mais aussi pour affaires. Euh, donc, on n'a pas forcément les mêmes notions de faire equitable. Et puis, surtout, il y a tout un jeu qui dit, mais oulala, l'Europe, c'est compliqué. Vous avez un espace aérien qui est découpé en petits morceaux. Chacun y va de son idée. Et donc, il y a cette demande en creux qui est de dire, bon, on ne va pas attendre que l'Europe de l'espace aérien, j'allais dire, se fasse. Il va falloir quand même que on nous donne l'accès libre à l'ensemble, et ce, indépendamment des frontières. Et puis, bien sûr, on veut que tout ça soit très facile, tant que faire se peut. Euh, donc, en fait, des demandes, des pressions, des lobbies qui se mettent en place pour montrer que l'Europe est mal partie pour pouvoir accepter ce type de trafic. Et donc, comprenez qu'il n'y a qu'à faire comme pour les comme ils vont faire aux États-Unis pour ça. Donc, en fait, je vais essayer de balayer maintenant, si vous voulez, les différents types de gestion du trafic aérien qui se présentent pour pouvoir accepter, accepter ces nouveaux entrants. Donc le plus connu, donc voilà, le premier enjeu, donc c'est accéder à l'espace, à la nouvelle ressource espace. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des ConOps. Et puis, je ne sais pas où vous en êtes dans votre information, il y a des concepts qui existent, qui sont l'UTM, donc pour les drones. Il y a le fameux ATM réservé au HAO, dont je vous parlerai. Il y a le concept américain ETM, j'expliquerai plus tard. Le concept carrément développé par Loon et qui est repris maintenant par tous ses descendants, si on peut dire, ou ses héritiers,
qui s'appelle le Collaborative Traffic Management System, CTMS, et puis le STM, dont j'ai parlé tout à l'heure indirectement, qui sont ce qu'utilisent ou ce qui vont développer de plus en plus les opérateurs spatiaux. Chacun a des visions qui sont adaptées, bien sûr, à leurs usages et à leur vision de l'accès à cet espace aérien. Mais en fait, il y a quand même une certaine constante, c'est-à-dire que tout doit se faire à partir de digital et de digitalisation et d'échange de données et de services. Alors, sur cette planche, j'ai voulu représenter en fait la question qui se pose, c'est est-ce qu'on prend les exemples des drones qui se développent de plus en plus et qui ont mis en place le fameux UTM, le UAS Traffic Management, donc, qui se développe en Europe comme étant l'USPACE, et pour lequel, en fait, à ma surprise, il y a 2 ans, Airbus et Boeing ont fait une présentation à l'OACI pour dire que finalement l'UTM serait l'avenir de la gestion du trafic aérien. Donc, partant de cet UTM qui est très bas ici, le trafic traditionnel ici, rien aujourd'hui sur l'espace supérieur. Finalement, l'UTM va plus ou moins par osmose s'infiltrer dans le trafic traditionnel, atteindre les niveaux supérieurs pour finalement l'emporter, si on peut dire, dans le type de trafic. Alors, je verrai tout à l'heure quelques détails sur cet UTM. Voilà. Sachant que pour le STM, je dis quelques mots très rapidement, bien sûr, et je ne vais pas avoir le temps de développer. Je l'ai dit, les gens du spatial se suffisent de la situation actuelle, à savoir qu'à partir du moment où on leur réserve les fenêtres de tir et d'espace pour les lancements et les retours, ça ne les intéresse pas trop de se mêler de ce qui va se passer en dessous. Par contre, ils veulent être sûrs qu'ils auront toujours accès à cette ressource pour faire les traversées à l'aller comme retour. Et puis, on a aussi cette idée qui est quand même l'arrière-pensée de la Commission européenne aujourd'hui, qui est de dire bah, ce qui va se passer en haut sur ces nouveaux entrants pourrait lui aussi diffuser petit à petit dans l'ATM pour toujours améliorer et moderniser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ATM. Donc, on a aujourd'hui, j'ose pas dire des concepts concurrents, mais plutôt des concepts qui sont en évaluation et qui essayent de montrer leurs forces et leurs faiblesses. Alors, sur la première partie, c'est l'UTM, donc la gestion du trafic des drones, hein, des petits, basse altitude, pas vite, mais de plus en plus gros et de plus en plus vite. Et aujourd'hui, il y a donc au niveau européen, on a sa déclinaison qui s'appelle U-Space, donc pour montrer une volonté marquée de la Commission et du politique qu'il faille changer les règles du jeu en matière de gestion de trafic, alors aérien, euh, euh, parce que c'est de l'air, mais et donc, il y a une modélisation qui a été faite de tous les services qui peuvent être informatisés et qui peuvent être automatiques. Je ne vais pas pouvoir détailler dans chacun de ces services, mais comprenez que tout ça, d'une part, ça peut être je veux dire, confié à des opérateurs, à des fournisseurs de services, comme on dit, différents, que tout ça est fait pour dialoguer de manière informatique, interconnectée, et que donc chaque petite boîte peut faire en sorte qu'on va se trouver avec des mises en concurrence. Donc toujours l'idée de la commission de faire venir le marché sur des fonctions. Alors on connaît quelques limites aujourd'hui, mais peut-être que ça va se débloquer quand même, en disant qu'il y a des parties de l'espace U-Space qui n'intéressent pas grand monde. Et donc, il n'y a pas de concurrence, voire même il n'y a pas d'offre. Donc, on a quelques difficultés parfois à se dire comment on peut supposer le développement de ce concept à l'échelle européenne. Mais il y a quand même des idées très intéressantes, c'est-à-dire que au lieu de parler de plan de vol, on parle plutôt de trajectoire et de segmentation de la trajectoire, avec des libertés qui font que les trajectoires la plus directe n'est pas forcément la plus intéressante, mais c'est surtout celle qui évite les conflits entre plusieurs
plusieurs drones. Et tout ça, cette déconfliction se fait à base de données et voire même d'engin à engin. Hein. Quelque part, on va dire, il n'y a plus vraiment besoin d'avoir un tiers parti derrière un écran pour faire de la déconfliction. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent, et j'invite ceux qui peuvent à aller voir la volière drone de l'ENAC pour voir comment on arrive à faire voler des drones dans une volière, bien sûr, mais les uns à côté des autres et sans qu'ils arrivent à se rentrer dedans, et ce, en faisant justement des mouvements browniens à la base, et malgré ça ils arrivent à se, à s'éviter. Et puis donc le côté j'allais dire, transgressif de l'UTM, c'est de dire bah, on va quand même pouvoir arriver à faire voler l'aviation traditionnelle avec des drones. Et pour ça, il va falloir inventer à l'intérieur des espaces aériens actuels, qui sont très normés, pour lesquels les services les services de base définis par l'OCI sont mis en œuvre. Il va falloir injecter tout ou partie de ces services-là en ayant non pas des sous-espaces, mais des mixités d'espaces, des cohabitations d'espaces. Et ça intéresse beaucoup la commission pour dire, mais cet espace aérien actuel géré par l'ATM, en fait, est devenu trop statique et il faut vraiment le dynamiser et accepter qu'il puisse être géré de plus en plus de manière dynamique avec non pas des réservations d'espace, mais des capacités et des services qui permettent de faire de la déconfliction ou permettent donc cette cohabitation. Euh, En revanche, le monde de l'ATM d'aujourd'hui essaie lui aussi de se moderniser, d'une part parce qu'il a ses propres challenges, qui sont l'augmentation du trafic aérien euh, prévu sur les 10 prochaines années, encore de 30%, donc toujours de plus en plus d'avions à faire voler, avec des routes les plus directes, des économies, et l'Europe a développé son propre plan général qui s'appelle European ATM Master Plan, dans lequel ils expliquent que on va revoir cet espace aérien présent avec non pas des nouveaux espaces, mais des nouvelles gestions à l'intérieur de ces espaces. Et c'est ce qu'on appelle le flight centric, à savoir qu'il n'y a plus de découpage géographique, mais un découpage par volume on va dire, volume d'affaires, si vous me permettez, sachant que l'affaire en question, c'est un certain nombre d'avions ou de flots d'avions dans les volumes. Alors tout ça est piloté par la César JU, dont vous avez pu entendre parler, très documenté, donc beaucoup de papiers. Je ne vais pas m'en plaindre parce que ECO fait partie aussi de ce régime où il faut beaucoup écrire, ce qui n'empêche pas de réfléchir, mais parfois on passe plus de temps sur le papier que sur la réflexion en tant que telle. Un modèle qui essaie de se mettre en place, mais modèle de service, mais qui est loin d'être aussi sophistiqué que celui de l'UTM que j'ai montré tout à l'heure. Euh, donc une forte volonté de défragmenter les espaces, de travailler de manière virtuelle, de configuration dynamique des espaces. Donc une modernisation qui peut être intéressante justement pour les nouveaux entrants, mais comme finalement, on va dire, l'ATM est suffisamment englué dans ces problématiques de capacité et de gestion de l'augmentation du trafic aérien, l'ATM semble peu intéressé pour intégrer de nouveaux entrants. Et donc, ce n'est pas forcément le meilleur modèle qui puisse être proposé aux futurs opérateurs. J'ai dit tout à l'heure, il y avait la vision business de Loon. Hein. Là, donc, le message fort, c'est débloquer la stratosphère. Bon, quelque part, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. En fait, l'idée, c'est foutez-nous la paix et cherchez pas à comprendre ce que je fais au-dessus du niveau 550. Et s'il devait y avoir des conflits, je vous le ferai savoir et on se mettra d'accord pour le résoudre. Donc tout ça, c'est une autre façon de parler de collaborative. Hein.
C'est joliment dit collaborative management. Mais dans l'esprit, c'est j'ai besoin de personnes pour m'occuper du trafic aérien au-dessus. Il y avait eu des velléités, effectivement. Petite anecdote, Lou n'était pas tout à fait tout seul dans les stratosphères au-dessus de l'équateur. On avait des ballons scientifiques, et notamment ceux du CNES. Et donc, le CNES nous avait fait savoir que Loon les avait approchés, si on peut dire, pour dire, mais donnez-nous toutes les données de vos ballons, comme ça, on va pouvoir vous offrir le service de gestion. Et donc, Loon avait un appétit ou des visions très monopolistiques, on va dire, de la gestion future. Donc, en fait, la particularité de la gestion collaborative, au-delà des mots très, très simples que je viens de citer, c'est de se dire, bah, quand il n'y a pas de trafic, c'est pas la peine de chercher à faire de la déconfliction. Quand il n'y a pas de trafic, parce que aujourd'hui les avions ont du mal à voler au-dessus du niveau 500, ce qui sera de moins en moins vrai. Hein, et j'arrêtais pas de leur répéter en disant on peut pas vous confier les rênes du système sur la simple fait qu'aujourd'hui il y a que les business jets et quelques militaires qui volent au-dessus du niveau 500. Demain, les avions civils vont s'en approcher. Hein. Il y a 10 ans, les avions civils avaient des performances avec des plafonds aux alentours des niveaux 370. Aujourd'hui, ils sont plutôt sur 410. Je disais, il y a des business jets, là, le Dassault Falcon 10, qui maintenant va commencer à approcher le 520. Donc les plafonds des avions commerciaux, ils montent aussi. Hein. Donc bien évidemment, des tensions, voire des conflits avec les engins stratosphériques qui, comme je l'ai dit en introduction, font des hauts et des bas. Selon la période de la journée. Et donc, cette façon de gérer l'espace, finalement, c'est de dire, bah, quand il y a un problème, on le résout et on négocie. Mais le reste du temps, ça doit bien se passer puisque, grosso modo, on n'a pas les mêmes performances. Donc, un modèle porté à l'OSCI par l'alliance HAPS, donc d'obédience bien sûr américaine, et qui pousse vers l'automatisation de tout le système, Google étant sûrement pas loin derrière. Face à ça, les Américains, la FAA et la NASA ont développé ce que j'ai appelé une vision un peu pragmatique, en disant bah, d'abord, il y a une réglementation qui n'est pas la même qu'en Europe. Hein. Aux États-Unis, au-dessus du niveau 600, en fait, on a ce qu'on appelle la classe E, où l'ATC est obligé, enfin, s'est engagé à faire de la séparation IFR, 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 VFR, à vol de nuit. Mais le côté classe E permettrait de dire une information de circulation coopérative. En Europe, on a ce qu'on appelle de la classe G, c'est-à-dire, en fait, on ne fait pas de séparation du tout. Les IFR se débrouillent, les VFR se débrouillent. Alors, sauf qu'en France, on avait dit, il n'y a pas de VFR au-dessus du niveau 600. Les, L'Europe n'a pas voulu de cette restriction, donc on pourrait potentiellement avoir des vols VFR au niveau du niveau 600. Mais pour faire du VFR, vous savez qu'il faut voir et éviter. Donc quand il n'y a personne à bord, c'est difficile de voir. Sûrement encore plus. Enfin, c'est pas si difficile que ça d'éviter, puisqu'il y a des systèmes automatiques justement qui permettent de soit voir avec des caméras, c'est ce qu'on a dans les airpass militaires, ou carrément des conflicteurs du type TICAS ou plutôt ACAS, terme générique. Et donc les Américains ont trouvé que finalement, ils pouvaient s'accommoder de laisser cet espace à des opérateurs nouveaux. Euh, et simplement, le but, c'est qu'on se mette d'accord au moment où on sent venir un conflit. Donc, l'exemple ici qu'ils prennent, en fait, c'est un avion supersonique qui va voler aux environs du niveau 600, puisque c'est leur optimum de vol, et qui va rencontrer donc un ballon ou un planeur solaire. Et en fait, l'idée, c'est que la modélisation de l'espace et puis le suivi fait qu'avant de décoller, l'opérateur du supersonique se renseigne, savoir si sa trajectoire risque de rencontrer ces engins-là et les volumes d'espace qui leur sont associés. Et à ce moment-là, l'opérateur a le choix entre éviter cette zone-là, faire le détour,
ou alors négocier en disant mais ça peut très bien se passer parce que finalement ils seront largement en dessous ou ils sont partis à côté, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu le constat amiable, si vous me permettez l'expression. Euh, donc et ce, en vertu du fait que légalement, c'est à la FAA de gérer cet espace-là, hein. Ils sont censés faire de la classe A, donc de faire de la séparation entre tous les engins qui circulent dans ce volume. Et là, il y a une sorte de gentleman agreement en disant, bah, quand il y aura des HAPS dans ces zones-là, ça sera une résolution à l'amable entre les opérateurs. Moi, entre guillemets, je m'en lave un peu les mains, quoi. Euh, euh, je reviendrai tout à l'heure. Alors en fait, à ce niveau-là, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'AFA elle-même, on la voit toute puissante, on la voit bien dans ses bottes dans le système américain, mais que face à cette industrie américaine de nouveaux entrants, bah, même l'AFA, elle est challengée, hein. Et donc aujourd'hui, je pense que politiquement, l'idée, c'est plutôt d'accepter les nouveaux entrants et de s'accommoder de leurs procédures plutôt que d'expliquer que juridiquement, ils n'ont rien à faire chez eux, ou du moins, ils doivent se plier à la règle qui est qu'ils doivent avoir tous les, les données de séparation, les données de surveillance, les moyens de communication qui sont requis pour voler dans un espace de classe A américain. Mais donc, voilà, côté un peu pragmatique, plutôt que subir la pression et de ne pas pouvoir la tenir politiquement, acceptons, comme le nombre risque d'être encore supportable, acceptons la contrainte et apprenons quelque part aussi ensemble. Et donc, en fait, voilà, ça c'est le projet ECHO. Après, donc l'Europe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peu suiveur sur l'affaire. Alors, elle est prise entre deux feux. L'Europe, elle a son ATM Master Plan que j'ai évoqué tout à l'heure pour dire que on a un véritable rouleau compresseur qui s'est mis en marche, mais qui est très bureaucratique, excusez-moi parfois l'expression, très documenté, on va dire, euh, et qui est difficile à mettre en œuvre compte tenu de toutes les, les, comment dire, la partialisation des espaces, les réticences des ANSP et autres. Et donc l'Europe a dit, bon, bah, nous, on va essayer de définir des volumes pour que ces nouveaux entrants puissent trouver leurs espaces. Alors, il s'agit de volumes qui sont nettement moins larges et moins volumineux que le système américain que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une sorte de bulle qu'on va pouvoir définir autour de ces engins. On va leur permettre de voler et on va essayer d'utiliser les outils en cours de développement dans l'ATM que ce sont des bulles. Alors, l'équivalent, pour ceux qui connaissent, de ce qui se passe avec les avions militaires, les tankers américains, les tankers, ma langue fourche, les tankers militaires qui font du ravitaillement en vol, ou lorsqu'il y a des zones de combat, d'entraînement et de combat militaire, on leur réserve des zones qui sont protégées, qui sont euh, moins volumineuses que ce que je disais tout à l'heure pour les Américains, mais qui sont quand même significatives pour l'espace aérien européen, mais que donc ces volumes vont être gérés de manière dynamique. Donc c'est quand même un progrès, quelque part, d'avoir ces grosses bulles qui ne sont pas uniquement la bulle de protection d'un aéronef, hein. C'est une grosse bulle qui permettent de manœuvrer dans le temps par rapport aux intentions de vol euh, dans la bulle, hein. C'est pas à un instant donné, j'ai une protection et puis cette protection avance au fur et à mesure que là, je navigue dans un espace, j'ai des intentions de vol et cet espace-là lui-même, il bouge. Pour ça. Et puis surtout, ben, on va dire, Eurocontrol en l'espèce essaie de dire on va reprendre ce qui est censé devenir la force de l'Europe, donc le flight centric que j'ai évoqué rapidement. Donc on fait un mixte un petit peu entre les concepts ATM, les concepts UTM, et puis on essaie de reprendre un peu les idées des Américains. Alors on a quand même quelques petits soucis en Europe, c'est que par rapport aux Américains, c'est qu'on a un espace aérien, je l'ai dit, qui est loin d'être unifié, et surtout en termes
légal, donc au niveau international. En fait, vous avez ici en violet les espaces, enfin les États ou les espaces aériens liés aux États qui ont déclaré qu'ils étaient souverains jusqu'au cosmos ou l'outer space. Mais vous avez toujours des vilains petits canards. J'ai ici des gens qui ne parlent pas le français, euh, euh, qui eux ont dit, bah non, moi ça s'arrête aux 600. Au-dessus, ce n'est pas un espace aérien. Donc bien évidemment, quand vous avez les gens qui viennent de l'autre côté qui disent, bah, il y a des gens ici, c'est facile, c'est pas un espace aérien, donc je peux continuer mes opérations, euh, ça fait une porte d'entrée. Et, et dans l'Europe. Et puis vous avez des gens, voire nos collègues allemands là, qui ont dit ben c'est bien un espace souverain, mais on ne sait pas quel service, quel régime juridique on lui donne. Donc c'est la même chose pour la Turquie, ainsi de suite. Bon, donc l'Europe est très solidaire entre elles, ce qui fait que effectivement on comprend un peu mieux aujourd'hui, voyant ça, pourquoi les Anglais sont en train de développer des spaceports et des lancements spatiaux. Ils n'ont pas cette problématique de savoir finalement comment ils vont gérer ce trafic. C'est pas du trafic puisqu'il n'y a pas d'espace légalement. Bon, oui. Ça n'empêche pas quand même qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'on les apprécie beaucoup sur ça. C'est qu'ils font pas n'importe quoi. Et le tir de janvier 2022 au sud de la Cornouaille a bien montré qu'ils avaient une approche sécurité qui était parfaitement acceptable et qu'on avait donc beaucoup à apprendre avec eux et que quand ils vont développer ce trafic spatial, je pense qu'ils vont pouvoir montrer leur expérience. euh, et puis la question juridique se résolvera par elle-même autrement. Voilà, donc ce que je voulais dire ici, c'est que euh, aujourd'hui, pour ces nouveaux entrants, et donc l'espace qui le réclame, hein, en fait, quelque part, en fait, on a des constantes aussi qui permettent de voir que, j'allais dire, la direction est donnée. On a déjà l'automatisation très poussée. Et on a des papiers qui parlent non plus de IFR, VFR, mais qui parlent de Digital Flight Rules, euh, donc portés par l'IATA notamment. Et on a cette idée que le plan de vol est une chose, mais que les trajectoires 4D prédictives sont quand même d'usage beaucoup plus pratique. Et c'est repris aussi dans le concept TBO de l'OACI et de l'Europe. On a beaucoup d'architecture du type Internet, du cloud s'il faut, qui commence à apparaître. Donc, beaucoup de souplesse au niveau des échanges et surtout des services et de données et des services informatiques. Et puis, on a cette idée, en fait, que l'espace aérien ne doit plus rester statique et donc devenir de plus en plus dynamique et se configurer avec le trafic réel. Si je peux me permettre d'ailleurs, les deux, diffusion et espace aérien dynamique, ça sous-tend en fait l'introduction de l'intelligence artificielle dans la gestion du trafic. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu la presse d'aujourd'hui, mais la DSNA et l'ONERA ont fait connaître qu'ils avaient mis en place des gestions de secteurs d'espace aérien pour le trafic commercial traditionnel qui permettaient de retrouver des configurations, et ce, à base d'une intelligence artificielle, pour optimiser complètement la charge de travail des secteurs et donc la répartition des contrôleurs dans les sauts. Donc l'intelligence artificielle, elle ne porte pas encore tout à fait son nom. On n'ose pas trop en parler, mais quelque part, il est évident qu'elle va arriver et elle va arriver plus vite qu'on ne le pense. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que les opérations à très haute altitude questionnent, interpellent et ont cet intérêt d'être un peu peut-être poil à gratter pour les gestionnaires traditionnels. Seulement, si c'était que du poil à gratter, ça pourrait aller. À mon avis, et c'est une opinion
j'allais dire que je partage avec moi-même, c'est déjà ça, de voir peut-être les choses autrement, c'est que derrière, il y a quand même des gros sous, il y a quand même des marchés, et que des capacités aujourd'hui technologiques de faire des évaluations, de faire des tests et de montrer une certaine réalité, euh, sachant qu'effectivement, ces tests et ces évaluations ne sont pas forcément totalement représentatif de ce que pourrait être une opération quotidienne, mais comment dire, la communication joue beaucoup. Donc, si on suit cette presse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'avancées. Maintenant, la réalité de ces avancées, leur intégration dans la réalité opérationnelle reste encore questionnable. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Euh, Après, ce que j'ai voulu dire, c'est que les points forts qui étaient les institutions, que ce soit la FAA, que ce soit les ANSP, ils sont aujourd'hui, du point de vue du pouvoir politique, très affaiblis. Et puis surtout, ils sont pris vers une priorité absolue qui est de développer leurs propres capacités pour le trafic commercial actuel et pas de j'allais dire, se perdre avec des nouveaux entrants, même si on voit des papiers qui disent bougez-vous les fesses parce que nous, on a besoin de votre espace. Donc beaucoup de lobbies se sont mis en œuvre, que ce soit bien sûr des gros morceaux comme le HAPS Alliance ou parfois des petites startups. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai montré Destinus, un opérateur suisse euh, qui non seulement est plutôt un concepteur de génie, mais qui arrive à avoir des relais de communication intéressants. Et puis dans cette idée, et c'est pareil, c'est ce que j'ai appris, je vais dire, au contact des Américains et surtout des GAFA, hein, c'est que pour eux, le premier arrivé l'emporte. Hein. C'est-à-dire que celui qui imposera son modèle, il gagnera en fait la gestion de l'espace et donc crûment toutes les redevances de gestion de trafic qui iront avec cet espace. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a tout un jeu d'acteurs qui se mettent en place sous couvert de mise en place d'une nouvelle aviation, de nouveaux entrants, mais les lignes sont en train de bouger. Ce que j'ai pas dit ou en creux peut-être, c'est que la Commission européenne, elle joue le jeu, parce que ça l'intéresse sacrément de faire bouger les lignes et de challenger un certain nombre d'acteurs, à commencer par les ANSP, mais aussi Eurocontrol. Eurocontrol lui-même prend le sujet en disant, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, cet espace aérien actuel inférieur, supérieur, il est tellement fragmenté qu'on ne peut pas imaginer qu'au-dessus du niveau 550 ou 600, on reconduise les mêmes erreurs. Donc, si vous voulez un opérateur pour cet espace supérieur, bah, je suis le premier désigné pour ça. Donc c'est ça que j'appelle un jeu d'acteurs. Et dans les discussions qui sont encore des discussions d'études, d'évaluation, en fait, on sent bien que chacun essaie de poser ses pions. Et c'est ce qui me fait dire que la course est lancée, sachant que je fais une référence à la course aux terres libres qui avait eu lieu en Oklahoma à la fin du 19e siècle, et où c'était vraiment j'allais dire, le Far West. Alors, on n'en est pas là, mais il y a des relents un petit peu en disant liberté d'accès, liberté de développer. Et donc, c'est un petit peu aujourd'hui aussi la question, c'est à quand une réglementation qui va pouvoir cadrer tout ça, même si elle n'est pas forcément prescriptive comme on le dit aujourd'hui. Elle se doit quand même de cadrer et de limiter les risques, notamment pour les personnes, les passagers survolés. Voilà, merci de votre attention. Je suis prêt à répondre aux questions. J'espère que je suis encore dans les temps. Estelle, tu m'as pas fait Alors, signe. merci Pascal. On a largement dépassé le temps, mais c'est pas grave. C'était Je t'avais dit intéressant. de me dire. Non, mais il y a pas de souci. On a, enfin, en tout cas, de mon côté, il n'y a pas de souci. Il y a quelques personnes qui ont dû se déconnecter, mais il y a des questions dans le chat, donc je vais te les passer.
Je vais te passer une première question et après, Serge, je vois que tu as posé une question. Peut-être tu pourras prendre la parole. La première question, c'est de e-portable. Alors, je suis désolée, je n'ai pas le prénom. L'OACI s'est-il saisi du sujet pour émettre des recommandations? Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, on est dans des intentions, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'OACI, pour ceux qui le connaissent bien, en fait, avec des mots qui sont les miens, c'est un club de représentants d'États qui travaille que sur euh, demande d'un certain nombre d'États. Alors, il est clair que les États-Unis, l'Europe essaient de montrer à l'OACI qu'il y a un sujet qui est émergent. Euh, Derrière l'OSCI, en tant que l'industrie, notamment le lobby de l'industrie américaine, dit oui, 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 c'est très important, mais attendez qu'on vous montre la réponse. Et donc, à partir du moment où l'OSCI n'arrive pas à avoir, j'allais dire, suffisamment de force de réflexion, voire de force de démonstration par l'exemple et autres, en fait, l'OACI patine dans les bonnes intentions de dire oui, oui, il faudra se préoccuper de ce sujet et on va le faire. Seulement, si personne n'apporte rien sur la table ou qu'il n'y a pas de début de commencement de consensus, il ne se passe rien. Alors, il y a des petits points, il y a eu des groupes qui se sont penchés sur la séparation verticale entre les ballons et le reste du trafic. C'est un groupe, parce que justement, il y avait quand même une pression forte de Loon à l'époque pour dire dites-moi quand même comment je peux forcer les autres avions à passer en dessous pour assurer une séparation. Donc il y a des petits sujets comme ça qui sont portés par l'OACI, mais il n'y a pas de politique d'ensemble pour les nouveaux entrants, en dehors de l'intention de se dire oui, il va falloir un jour qu'on s'y mette. Alors, très bien. Je passe la question de Serge et Serge, si tu veux ouvrir ton micro en même temps, Oui, tu peux le faire. bonjour, bonjour à tous. Voilà, bah, Serge je te Alex. laisse poser la question en direct alors. Oui, bonjour Pascal, merci pour la Bonjour. présentation. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un effort de coordination internationale pour essayer de respecter un petit peu les intérêts de tout le monde? Parce que là, j'ai l'impression que c'est la course au plus méchant qui va remporter tout. Et je voulais savoir s'il n'y a pas, enfin, pas forcément à l'OACI, mais au niveau des Nations Unies, il y aurait peut-être un projet de conception d'une nouvelle organisation de l'espace civil, peut-être. Est-ce que tu as entendu parler de ce type de mise en place? Non, non, en fait, aujourd'hui, et les actualités passées, des 2 années passées et présentes montrent que la souveraineté des espaces est quelque chose qui devient intangible. Hein. Donc les États ne sont pas prêts à lâcher aujourd'hui la délégation d'espace aussi facilement qu'ils pouvaient l'être encore il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, l'EASA, par contre, a lancé une task force à un moment donné pour essayer de réfléchir sur le cadrage. Alors, ce n'était pas tant au niveau des espaces qu'au niveau de la certification des engins, en disant que il faudrait quand même qu'ils arrivent à avoir des minimums de sécurité garantis pour pouvoir voler et pas tomber sur les autres avions. Euh, mais pas vraiment au niveau des espaces. Voilà, les États restent euh, très fiers de leur souveraineté et on n'est pas. Et c'est pour ça que je disais tout rapidement que Eurocontrol essayait de jouer son jeu en disant mais si quand même en Europe on pourrait faire mieux si vous me confiez cet espace supérieur. Cet espace qui n'est Oui. pas supérieur, cet espace à haute altitude. Voilà. Moi-même, je me prends le pied dans le tapis. Oui, je me posais cette question parce qu'il y avait eu les événements avec le satellite chinois qui avait qui avait été détruit par, par un Hum. missile et qui avait créé plein de débris spatiaux. Et tout ça a été fait en toute illégalité. Enfin, illégalité, de toute façon, il n'y avait rien il n'y a pas de législation, mais il y aurait peut-être un besoin à ce niveau-là avant qu'il y ait une grosse Non, mais tu catastrophe. avais eu aussi les ballons chinois qui ont Ah survolé oui, les voilà, il y a ça États-Unis. aussi. Mais contrairement à ce que, enfin, c'est l'analyse que j'en avais personnellement, hein, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, ils étaient en toute légalité, les ballons chinois. Hein. Il y a au niveau international, au niveau SCI, il y a des règles très légères pour les ballons libres non habités.
Voilà, bon, en toute logique, il suffit de dire j'ai un ballon libre non habité qui va survoler votre espace. Alors, sous-entendu à des fins pacifiques ou à des fins non militaires. Et c'est là-dessus que les Américains ont abattu les ballons en disant nous, on n'avait pas l'assurance que ce n'était pas des ballons à vocation espionnage militaire. Mais sinon, au niveau ACI, moyennant un minimum d'accord, voilà, vous déclarez, et c'est ce qui se passe dans l'espace. Hein. Quand vous envoyez des satellites, il suffit de dire à tout le monde, je vais envoyer un satellite qui va prendre telle place autour de la Terre, et puis, a priori, j'ai vérifié qu'il ne sera pas en collision avec d'autres. C'est cette partie du STM aujourd'hui qui occupe les lanceurs. Hein. Euh, mais s'il y en a un qui vous dit attention, moi je suis à côté et tu vas me faire des interférences, bah merci, je suis content de le savoir, mais je continue. Donc c'est aussi un monde qu'on a peut-être du mal à apprécier, nous, côté, j'allais dire, aviation et OACI, où tout est très cadré, les accords internationaux sont, j'allais dire, légitimes, sont opérationnels et actifs. Côté spatial, c'est de la déclaration. Hein. Et c'est ce qui fait le beau jeu de SpaceX et de toutes ces norias de satellites qui sont envoyés par, alors les noms m'échappent, mais bon, euh, vous voyez à peu près de quoi je parle, quoi. Voilà, ils ont toute légitimité pour balancer des centaines et des centaines de satellites autour de la Terre à partir du moment où ils ont dit qu'il n'y avait pas d'interférence avec les satellites existants. Donc on est aussi dans un autre monde, hein, et c'est ça qui peut-être diffuse aussi à travers cette philosophie que j'expliquais des nouveaux entrants, de certains nouveaux entrants qui disent laissez-nous faire. C'est comme ça que ça se passe au-dessus de nous dans l'espace, donc pourquoi ça ne se passerait pas dans les espaces très haute altitude? Alors, Ok, on merci. avait aussi une... Ah, Serge, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je disais que c'était bon pour moi. Merci beaucoup pour la Ok. réponse. On avait une question de Vanille tout à l'heure qui a été obligée de se déconnecter, mais je la pose quand même pour les autres. À quelle distance latérale entre les sites de lancement et la zone d'opération peut-on s'attendre pour des projets type apps? Et peut-on s'attendre à un aéronef qui change de zone d'opération au cours de sa mission sans retour au sol? Alors j'ai du mal à comprendre la question. Alors, Euh, Vanille est déconnectée, on ne peut pas avoir oui. de... Euh, en fait, aujourd'hui, il y a un spaceport qui se monte à Fuerteventura dans les Canaries, qui a donc un aéroport également pour le trafic commercial, mais qui va pouvoir héberger, on va dire, un certain nombre de lancements de apps, en fait. Donc aujourd'hui, il est prévu qu'en fait, il n'y ait qu'une séparation temporelle. En fait, on ferme le trafic où on utilise, comme je l'ai dit, la nuit, où il y a très peu de trafic, voire pas de trafic, pour faire les lancements des apps. En fait. Et donc, c'est plutôt une gestion temporelle plutôt qu'une gestion géographique. Après, je l'ai dit aussi, s'il y avait un opérateur qui venait nous voir pour dire bah, finalement Paris-Charles de Gaulle, ça serait bien parce que c'est à côté de mes usines ou c'est à côté de mes employés, je ne pense pas qu'on lui donne beaucoup de succès. Donc, on va dire, quelque part, on imagine plus facilement des espaces peu denses sur des aéroports secondaires. Ce qui me permet peut-être de dire, j'ai montré tout à l'heure par exemple Destinus, alors c'est pas un apps, Destinus a prévu de faire ses essais à Rochefort. Donc c'est un petit aéroport près de la mer qui permet donc de viser facilement les essais au-dessus de l'océan. Alors facilement, il se passe aussi des choses au-dessus de l'océan, il y a des espaces aériens, il y a des militaires, il y a des opérations, des exercices. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur le temporel plutôt que sur le géographique. Ok, merci Pascal. Une dernière question peut-être. Il n'y en a plus dans le chat, mais il y a des commentaires passionnants. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Vincent, oui, il est preneur du PowerPoint. Ok, pas de problème. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro pour une dernière question? N'hésitez pas. Et effectivement, Pascal
tu as laissé ton adresse alumni, c'est parfait aussi. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à contacter Pascal. Alors, est-ce Alors, que je vois une question qui n'en est pas une. L'espace aérien va jusqu'à 660 depuis Concorde. Alors, je oui, ne pense pas que ce soit Concorde qui est fait qu'on a choisi 660. En fait, la raison du 660, c'est qu'on sait que les moyens de surveillance radar arrivent à des limites de portée aux environs, je crois, du 830. Donc, on pourrait dire largement au-dessus. Mais comme ce que l'on veut, c'est avoir une garantie à 100% d'une bonne réception et d'une bonne exploitation des signaux radars, en fait, il a été choisi le 660. Aux États-Unis, c'est le 600, hein, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je disais les Anglais n'ont pas défini d'espace au-dessus, c'est que quelque part, ils sont aussi très pragmatiques. Ils ont dit c'est pas la peine de définir un espace aérien dans lequel on n'a aucune capacité de surveillance, puisqu'on n'a aucun moyen technologique pour le faire. Alors aujourd'hui, on a la DSB, notamment par satellite, qui permet de pallier à cette déficience. Euh, mais voilà, le poids de l'histoire est encore lourd pour dire que le 660 reste de quelque part un plafond, un plancher pour euh, non pas de verre, il peut être transpercé, mais qui permet de se calibrer pour les services ATC en disant que tout ce qui se passe à l'intérieur, je peux le contrôler, je peux l'informer de manière garantie. très bien. Eh bien, Bonjour à il est tous. 20 heures. C'est moi qui ai posé François Oui, Grand, François. commandant de bord 380 et président de la compagnie des experts agréés par la Cour de cassation. C'est moi qui ai mis la remarque 660 parce que j'ai vu 550 au tout début. Et 660, alors, c'est effectivement au moment du lancement de Concorde qu'on a déplafonné l'espace aérien. Alors après, on a choisi une valeur qui correspond à certains critères, mais c'est quand même Concorde qui a fait déplafonner ce plafond de l'espace aérien au moment où effectivement pour la croisière ascendante et des problèmes qui lui étaient propres, il fallait qu'il passe au-dessus du 400 et du 450 ou du 440 qui était à l'époque le niveau plafond. Euh, en revanche, je suis étonné qu'on n'en tienne pas compte parce que d'une manière tout à fait légale, aujourd'hui, un opérateur privé peut très bien monter jusqu'au 660 s'il a l'aéronef qui lui plaît pour faire n'importe quelle navigation. Donc, il faut tenir compte d'un. En d'autres termes, aujourd'hui, il est tout à fait faisable de déposer un plan de vol Paris-Los Angeles en montant au niveau 650 si on le désire. Ah bah, tout à fait, puisque les services de trafic aérien, donc le service de contrôle ATS, le service d'information et d'alerte, est garanti jusqu'au 660. Voilà, donc c'était juste c'est une remarque qui était quasi liminaire quand j'ai vu indiquer 550 au lieu de 660. Mais après, dans d'autres diapositives, j'ai vu qu'effectivement, on montait beaucoup plus haut et que l'espace aérien était noté au-dessus du 600. Donc tout va bien en fait. Mais pour être sûr qu'on se soit bien compris, si vous voulez, c'est justement l'interrogation, c'est que nous, on a fixé enfin nous, historiquement, les États souverains ont fixé cette limite à 650, à 660, 600 pour les Américains, et on a aujourd'hui des opérateurs qui normalement sont en dessous, lorsqu'ils volent en dessous, et qui devraient complètement se conformer aux règles de vol et aux services de contrôle aérien qui sont légitimes et légaux. Or, ces gens-là vous disent, bah, finalement, il n'y a personne, donc pourquoi vous allez m'embêter Et là, on répète, il n'y a pas toujours personne, il y a des fois, il y a quelqu'un, et ils vous disent, bah, on va s'arranger entre nous. Absolument. Autre chose, j'ai entendu qu'on parlait de voir dans un cadre qui était un cadre IFR. Le cadre IFR, c'est clair, on ne voit jamais. Donc, même si on a un pare-brise, même si on a les moyens, et dans l'hyperespace, on aura très très peu de moyens, euh, dès lors que l'on parle de vol aux instruments, c'est instrument pur. Donc, il est même pas envisageable
d'intégrer un évitement à vue sur un obstacle qui ne serait pas contrôlé. Là, on est on est dans de la science-fiction. Un avion qui vole en régime IFR est un avion qui ne regarde pas dehors. Si effectivement on tient compte d'un aspect visuel, c'est même pas du dernier secours, c'est de la détresse. Ce que j'ai expliqué, c'est que le système américain et la classe E au-dessus du niveau 600 chez eux permet d'intégrer cette possibilité, puisque la classe E n'est pas de la classe A, à savoir que ce n'est pas Par que de la définition. séparation IFR-IFR, il y a du VFR qui est possible, et que le fait d'intégrer le VFR, la séparation VF possible, ou le service de séparation VFR-IFR, permet par extension de dire ceux qui sauront qu'il y a un trafic IFR dans les alentours sont chargés de fournir l'information de manière à faire une séparation, alors soit à l'amiable avec les termes que j'ai utilisés, soit par un tiers ou à partir d'une gestion. Mais par exemple, moi j'ai eu l'exemple au-dessus de la Polynésie où il y avait les ballons Loon qui volait, comme je disais, de temps en temps au-dessus du 600 et de temps en temps il descendait. Et lorsqu'il y avait un trafic, alors très peu dense, mais quand même lorsqu'il y avait un trafic, notamment Los Angeles, Papeete, et qu'il y avait un ballon qui se trouvait aux alentours, en fait, le contrôleur de Tahiti faisait une information de vol en disant on vous signale qu'au-dessus de vous, dans vos, je sais pas combien, enfin, ou dans le secteur, vous ne soyez pas surpris de voir un gros truc en train de voler. Donc c'était une façon détournée, mais on ne pouvait pas faire mieux puisque s'agissant d'un ballon libre non habité, on avait juste la position ADSB du ballon qui nous était rapporté par Loon et on l'utilisait comme étant une sorte d'advisory traffic management pour pouvoir aider quand même le pilote, et du moins à ce qu'il ne soit pas surpris de voir quelque chose au-dessus de sa tête, ou pas loin du moins. Eh bien, merci Pascal pour toutes ces réponses et cette présentation ultra intéressante. Tout le monde le dit dans le chat là, donc il y a beaucoup de merci. Et C'est encore possible de poser une dernière question? allez, on prend une dernière avant de raccrocher. Je pense que ça ira vite. Merci beaucoup. Bonsoir Pascal, c'est Alexandre à Bordeaux. Là, on a un peu travaillé ensemble quand j'étais Ah oui, au CELA. salut Alexandre. Merci beaucoup pour cette conférence là, de ce soir. Alors, j'ai été intéressé, moi, parce que tu sais que je travaille au BEP, donc dans l'infiniment petit et l'infiniment bas. Intéressé, tu évoques le use space, donc les futurs espaces dédiés au vol de drone. Tu y as fait référence au niveau européen. Ils ont un peu de mal à sortir. Je sais que ça progresse. Ma question était, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que le fait que peut-être ça patine un peu ou ça met du temps parce que justement, on prend du recul ou on essaie d'intégrer les nouveaux modèles, ces nouveaux entrants, comme tu les appelles, ou inversement, est-ce que ces nouveaux entrants essayent ou regardent un petit peu ce qui se passe en bas dans ces futurs nouveaux modèles donc d'espace? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux modèles? Tu les as évoqués ou pas du tout? Je pense que pour l'instant, il y a un lien conceptuel, euh, à savoir que l'espace aérien aujourd'hui est statique, avec, on parlait tout à l'heure des services de contrôle, d'information de vol et d'alerte, bien figés, bien ancrés dans l'histoire, et que ces nouveaux entrants, qu'ils soient drones, très basse altitude ou plus haute altitude, avec des engins plus variés et plus dynamiques, en fait, il y a une cohabitation qui est attendue. Euh, et, et cette cohabitation, ce partage d'espace, hein, à un moment donné, j'ai écrit, l'espace aérien, c'est une ressource qui n'appartient qu'à l'État souverain, et c'est à l'État de savoir comment il gère les accès à cette ressource publique. Et donc aujourd'hui, sous couvert de sécurité, l'espace aérien présent a du mal à s'ouvrir
parce qu'on a un modèle de sécurité très développé, très poussé, et on a de quoi en être fier. Simplement, ça ferme la porte à beaucoup de gens. Et donc, il y a une idée de dire commençons petit, et notamment par l'UTM et les drones, pour voir comment, toujours avec mes mots, on peut grignoter sur les monopoles, sur les oligopoles qui gèrent cette ressource. Et donc aujourd'hui, c'est le modèle numérique, c'est la digitalisation qui est porteuse en fait de cette ouverture et de ces brèches qui sont attendues pour ça. Et tu disais, je lisais pas plus tard, je crois que hier aujourd'hui, le port du Havre, et ça je l'avais déjà dit il y a plusieurs années, les ports autonomes sont des espaces aériens, enfin au-dessus du port autonome, qui vont demander à avoir leur autonomie et ne plus dépendre du système de gestion du trafic aérien avec des CTR, qui les bloquent pour pouvoir développer tout un ensemble de gestion de drones. Et donc sur Anvers, c'est fait. Et j'ai appris donc très récemment que Le Havre suivait et que la DGAC, la DSNA et le BEP, tu fais partie, avaient trouvé une solution pour l'accepter. Alors peut-être de manière encore ségrégée, mais il y a quand même le fait qu'il y a, j'allais dire, grignotage de la CTR du Havre. Alors tu me diras, c'est pas méchant parce que le Havre, il n'y a plus de trafic commercial, mais euh, il y a quand même des avancées. Mais c'est effectivement l'image du grignotage qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Je renouvelle nos remerciements à tous. Du coup, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci Pascal pour cette présentation. Et n'hésitez pas à noter l'adresse de Pascal, évidemment, pour lui poser d'autres questions complémentaires si besoin. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et Pascal, on reste en contact, évidemment. Encore merci. Oui. Merci à vous tous. Et Merci. n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'adresse en question. Bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Merci, bonne soirée. Allez. Au revoir. Merci à l'ENAC pour cet événement. Merci.